La nouvelle petite amie de mon frère a pris une bouchée du dîner de Pâques de ma femme, et a dit, c'est sans goût. Ma femme l'a regardée, et a répondu, ma chérie, tu arrives à peine à garder un homme pendant 3 mois. Alors, ne me parle pas de goût. Mon frère a attrapé ses clés. Mon père lui a dit, ce n'est pas la peine de revenir. Je m'appelle Paul. J'ai 34 ans, et je dois vous raconter l'histoire du dîner de Pâques qui a failli détruire ma famille. En fait, non, oubliez ça. Il n'a pas failli détruire ma famille. Il l'a réorganisée. Un peu comme un de ces tremblements de terre, qui déplacent les plaques tectoniques, et soudain, la géographie semble complètement différente. Sauf qu'au lieu de montagnes et de vallées, il s'agissait du plan de table de mes parents, et de qui serait invité à Thanksgiving. Laissez-moi revenir en arrière, et vous donner un peu de contexte, car cette histoire n'a aucun sens sans comprendre la galerie de personnages. Je suis marié à ma femme, Brooke, depuis 7 ans. Nous avons commencé à sortir ensemble à l'université, nous nous sommes mariés à 27 ans, et elle est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je sais que tous les hommes disent ça, mais je le pense de la manière la plus spécifique qui soit. Brooke est le genre de personne qui se souvient de votre bonbon préféré quand vous aviez 9 ans, pour ensuite le glisser dans votre chaussette de Noël, 20 ans plus tard. Elle fait du bénévolat à la banque alimentaire un samedi sur 2. Une fois, elle a conduit 45 minutes, en pleine tempête de neige, pour apporter de la soupe à ma mère, quand elle avait la grippe. Elle n'est pas parfaite, personne ne l'est, mais elle est foncièrement bonne, et cela a son importance dans cette histoire. Maintenant, mon frère. Il s'appelle Travis. Travis a 29 ans, soit 5 ans de moins que moi, et je l'aime, mais il a toujours été le genre de gars qui enchaîne les relations, un peu comme on zappe les chaînes à la télévision. Rien ne retient son attention plus de quelques mois. Il va rencontrer une fille, tomber éperdument amoureux, parler d'elle comme si elle avait décroché la lune, et puis, 3 mois plus tard, il en a une nouvelle, et il se souvient à peine du nom de la précédente. C'était drôle quand nous étions plus jeunes. C'est devenu moins drôle, à mesure que nous vieillissions, et que mes parents devaient sans cesse apprendre de nouveaux prénoms, lors des dîners de famille. Mes parents sont de bonnes personnes. Mon père, Rick, a 62 ans, et il est à la retraite, après avoir dirigé sa propre entreprise de plomberie pendant 30 ans. C'est le genre de père qui ne parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, vous écoutez. Parce que c'est soit profondément sage, soit absolument hilarant, et il n'y a pas de juste milieu. Ma mère, Diane, a 59 ans, et elle est le centre émotionnel de la famille. C'est elle qui fait tourner la boutique. C'est elle qui organise les fêtes, se souvient des anniversaires, arbitre les disputes, et de manière générale, elle maintient toute la structure en place, avec un mélange d'amour et d'entêtement que je n'ai jamais vu égalé par personne. Voici le truc, à propos de Brooke et de ma famille. Il l'adore. Genre, il l'adore vraiment. Ma mère l'appelle la fille qu'elle n'a jamais eue, ce qui avait l'habitude d'agacer ma cousine Jenna, jusqu'à ce qu'elle réalise que ma mère avait raison. Et Brooke était objectivement adorable. Mon père a appris à Brooke comment faire sa propre vidange, parce qu'elle le lui avait demandé. Et maintenant, ils ont ce petit truc à eux, où ils s'envoient des textos sur l'entretien des voitures, et c'est étrangement mignon. Quand Brooke et moi avons traversé une mauvaise passe, il y a environ 4 ans, de simples difficultés de croissance normale dans un mariage, rien de catastrophique, ma mère m'a carrément appelé pour me dire que si je gâchais tout, elle gardait Brooke. Et que je pouvais me trouver une nouvelle famille. Elle plaisantait, en grande partie. Alors, quand Travis est arrivé pour Pâques cette année avec une nouvelle petite amie, tout le monde était prudemment optimiste. Elle s'appelait Vivian. Elle avait 26 ans, travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, et dès les 5 premières minutes de notre rencontre, j'ai su qu'elle faisait partie de ces gens qui pensent qu'être direct, c'est la même chose qu'avoir une personnalité. Vous connaissez le genre. Ces gens qui disent des choses comme « je suis juste brutalement honnête ». Comme si l'honnêteté nécessitait de la brutalité. Comme si on ne pouvait pas être simplement honnête, sans la partie brutale. Vivian, c'était ça, mais enveloppée dans un extérieur très soigné. Elle était séduisante, bien habillée, clairement intelligente, et absolument certaine que chaque pièce où elle entrait avait de la chance de l'accueillir. Travis l'a présentée à tout le monde, avec ce sourire niais sur le visage, le même sourire qu'il arbore avec chaque nouvelle petite amie. Et nous avons tous fait ce qu'il fallait, nous avons souri, nous avons dit bonjour, et nous avons essayé de lui donner une chance équitable. Ma mère l'a prise dans ses bras. Mon père lui a serré la main.
Brooke lui a dit qu'elle adorait ses chaussures, ce qui était vrai, parce que Brooke est le genre de personne qui remarque sincèrement ce genre de choses. Le premier signal d'alarme est apparu, avant même que nous nous asseyions pour manger. Ma mère faisait visiter la maison à Vivian. Cette petite visite qu'elle fait à tous les nouveaux invités, parce qu'elle est fière de sa maison, et elle a raison de l'être. Elle et mon père ont construit cette vie à partir de rien. Quand elles sont arrivées dans la cuisine, Vivian a regardé autour d'elle, et a dit « Oh, c'est si pittoresque ». Et écoutez, peut-être que c'est un commentaire innocent. Peut-être qu'elle le voulait comme un compliment. Mais la façon dont elle l'a dit, avec ce petit sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, ça a atterri comme une gifle déguisée. La cuisine de ma mère, c'est sa fierté et sa joie. Elle l'a rénovée elle-même il y a 3 ans, avec l'aide de mon père. Elle a des comptoirs en granit, un évier de ferme, et une étagère à épices qu'elle a fabriquée à partir de bois de grange récupéré. Elle est magnifique. La qualifier de pittoresque, c'était comme qualifier un chef étoilé au Michelin de bon cuisinier. Brooke a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce, et a haussé un sourcil. Je lui ai fait un minuscule signe de tête, qui voulait dire pas encore, laisse tomber. Nous avons tout un système de communication silencieuse, que 7 ans de mariage vous procure. C'est comme de la télépathie, mais avec plus de roulement d'yeux. Le deuxième signal d'alarme, c'est quand Vivian a demandé à Brooke ce qu'elle faisait dans la vie. Brooke lui a répondu qu'elle était chef pâtissière, dans un restaurant du centre-ville. Pas n'importe quel restaurant. Brooke travaille chez Callaway's, qui est l'un des meilleurs restaurants de notre ville. Elle a gravi les échelons, de commis de cuisine à chef pâtissière, en 5 ans, et elle est incroyable dans son domaine. Elle a gagné des concours locaux. Elle a fait l'objet de 2 articles dans la section gastronomique du journal. Elle a fait notre gâteau de mariage de A à Z, et les gens en parlent encore. La réponse de Vivian a été « Oh, donc tu fais des gâteaux pour gagner ta vie ? C'est mignon. » Puis elle s'est tournée vers Travis, et a ajouté « Je parie que c'est amusant, jusqu'à ce qu'il faille réellement payer des factures. » Elle a ri, comme si c'était une blague. Personne d'autre n'a ri. Brooke a souri, parce que Brooke est une professionnelle de la grâce, et a dit que ça payait très bien les factures, en fait, et qu'elle avait la chance de faire ce qu'elle aime chaque jour, ce que peu de gens peuvent dire. Ça aurait dû s'arrêter là. N'importe quelle personne raisonnable aurait compris le message, se serait peut-être même senti un peu gêné, et serait passé à autre chose. Mais Vivian s'est contentée de hocher la tête, avec cette expression qui disait qu'elle avait déjà classé Brooke comme quelqu'un qui ne méritait pas son attention, et que rien ne changerait ce système de classement. Maintenant, voici la partie que vous devez comprendre. Le dîner de Pâques, chez mes parents, c'est un événement majeur. Ma mère et Brooke cuisinent ensemble. Elles le font depuis des années. Ma mère s'occupe des plats principaux, le jambon, les accompagnements, les petits pains. Brooke, elle, s'occupe du dessert, et généralement d'un ou 2 plats de spécialité. Cette année, Brooke a préparé ses fameux légumes rôtis au citron et aux herbes, un gratin de patates douces à vous faire pleurer, et pour le dessert, un gâteau à la noix de coco à 3 étages, avec une garniture à la framboise, qu'elle perfectionnait depuis des mois. Elle a passé 2 jours entiers à tout préparer. Elle a tout transporté dans des contenants soigneusement emballés. Elle a réchauffé et dressé chaque plat, comme s'il allait être servi à une table de Callaway's, parce que c'est comme ça qu'elle est. Elle ne fait rien à moitié. Nous nous sommes assis pour manger. Mon père a dit le Bénédicité, qu'il fait toujours court, parce qu'il dit que Dieu est occupé, et n'a pas besoin d'une dissertation. Tout le monde a commencé à se passer les plats. La table était magnifique. Ma mère rayonnait. Brooke rayonnait. Même Travis semblait heureux, ce qui n'est pas peu dire, car Travis regarde généralement les dîners de famille, de la même façon que la plupart des gens regardent un rendez-vous chez le dentiste. Et puis, c'est arrivé. Vivian a pris une bouchée du gratin de patates douces de Brooke. Une seule bouchée. Elle a mâché lentement, a posé sa fourchette, et a dit, assez fort pour que toute la table l'entende, c'est sans goût. Toute la table est devenue silencieuse. Je parle d'un silence de funérailles. La main de ma mère s'est figée à mi-chemin vers la corbeille à pain. Mon père a arrêté de mâcher. Travis avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer que sa voiture était en feu. Et Brooke, ma femme, la femme qui avait passé 2 jours à préparer de la nourriture pour cette famille, a regardé Vivian avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Je veux figer ce moment pour vous, parce que c'est important.
Imaginez la scène. 8 personnes, autour d'une table couverte de nourriture, que 2 femmes ont passé des jours à préparer. Des bougies allumées. La bonne vaisselle de sortie. Le centre de table de Pâques de ma mère, ce petit arrangement de tulipes et de pins qu'elle fait elle-même chaque année, trônant au milieu de la table, comme un minuscule monument à l'effort et à l'amour. Et cette femme, qui est dans nos vies depuis environ 90 minutes, vient de qualifier la cuisine de ma femme de sans goût. Brooke a posé sa serviette lentement. Pas de façon dramatique, pas comme si elle se préparait pour un combat. Juste lentement, de la manière dont quelqu'un le fait, lorsqu'il a pris une décision, et que cette décision est finale. Elle a regardé Vivian, et a dit, de la voix la plus calme que j'ai jamais entendue sortir d'un être humain, « Ma chérie, tu arrives à peine à garder un homme pendant 3 mois. Alors, ne me parle pas de goût. Je veux être honnête avec vous. Jamais de ma vie, je n'ai été aussi amoureux de ma femme qu'à ce moment précis. C'était comme regarder quelqu'un désamorcer une bombe, simplement en la fixant du regard, jusqu'à ce qu'elle soit trop embarrassée pour exploser. La réplique était chirurgicale. Pas de cris, pas de venin, juste une observation propre et précise, délivrée avec la chaleur d'une femme qui a été poussée exactement 1 centimètre au-delà de sa limite. La table a explosé. Et par l'exploser, je veux dire que tout le monde a réagi en même temps, de manière complètement différente. Ma mère a fait ce petit bruit, comme un hoquet de surprise, qui s'est coincé dans sa gorge et s'est transformé en quelque chose entre le choc et le rire. Ma cousine Jenna, qui était assise à l'autre bout de la table avec son mari, Derek, a carrément mis la main sur sa bouche. Derek a baissé les yeux vers son assiette, comme s'il essayait de disparaître dans la purée de pommes de terre. Le visage de Travis est passé par environ 6 couleurs différentes en 2 secondes, commençant par le blanc pâle, et finissant quelque part autour d'un rouge qui correspondait à la sauce au canneberge. La réaction de Vivian a été la plus révélatrice. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle n'avait pas l'air châtiée. Elle avait l'air furieuse. Ses yeux se sont plissés, sa mâchoire s'est crispée, et elle s'est tournée vers Travis pour dire, « Tu vas la laisser me parler comme ça ?» Maintenant, écoutez, je connais Travis. Je le connais depuis sa naissance, et j'ai vu quelque chose se passer sur son visage, à ce moment-là, que j'avais déjà vu auparavant, mais que j'avais toujours espéré ne plus revoir. Il a choisi la voie de la moindre résistance. Au lieu d'aborder le fait que sa petite amie venait d'insulter une femme qui n'avait été que gentille avec elle, au lieu de reconnaître que peut-être, juste peut-être, Vivian avait allumé cet incendie particulier, il a repoussé sa chaise, s'est levé, et a dit « On s'en va ». C'est à ce moment-là que mon père a parlé. Et quand mon père parle, la pièce écoute, parce que Rick ne gaspille pas ses mots. C'est un sniper verbal. Il attend le moment parfait, puis il tire. Il a regardé Travis, toujours debout avec sa serviette à la main, comme s'il s'apprêtait à héler un taxi, et a dit, « Si tu sors par cette porte, parce que ta copine n'a pas supporté qu'on lui dise la vérité après avoir manqué de respect à ta belle-sœur, dans la maison de ses parents. Alors ce n'est pas la peine de revenir. Je dois vous dire quelque chose sur mon père. Jamais, de toute ma vie, il n'avait dit une chose pareille à l'un de nous deux. Il n'est pas du genre ce n'est pas la peine de revenir. C'est un père du genre parlons-en. C'est le genre de père qui prenait Travis à part, après chaque rupture, pour lui dire que la bonne personne existait quelque part. C'est le genre de père qui m'a aidé à déménager 4 fois en 6 ans, sans jamais se plaindre une seule fois. Alors, quand il a prononcé ces mots, ce n'était pas de la colère. C'était une déception si profonde, qu'elle a fini par ressembler à de la colère, parce qu'il n'y avait pas d'autre contenant assez grand pour la contenir. Travis a regardé mon père. Il a regardé ma mère, qui avait des larmes qui se formaient dans les yeux. Il m'a regardé, et j'ai pu voir qu'il voulait que je lui lance une bouée de sauvetage. Une sorte d'échappatoire au coin dans lequel il s'était acculé. Mais je n'avais pas de bouée. Pas pour ça. Pas alors que c'était ma femme qui avait été attaquée à table, et que c'était lui qui défendait l'attaquante. J'ai dit, « Travis, assieds-toi, mec. Mangeons, et on réglera ça. » Mais Vivian attrapait déjà son sac à main. Elle s'est levée et a dit, « Je ne reste pas dans un endroit où on me prend à partie. Travis, on y va. » Et il y est allé. Il a attrapé ses clés sur le comptoir, a posé sa main sur le dos de Vivian, et est sorti par la porte d'entrée, sans dire un mot de plus. La porte s'est refermée dans un déclic, et le silence qui a suivi était du genre à vous faire siffler les oreilles. Ma mère s'est levée doucement,
et est allée dans la cuisine. Je l'entendais faire couler l'eau, ce qu'elle fait quand elle essaie de ne pas pleurer devant les gens. Mon père est resté assis un moment, à regarder la porte, puis il a repris sa fourchette, et a recommencé à manger. Pas parce qu'il avait faim. Parce que Rick gère ses émotions, en faisant des choses normales, jusqu'à ce que les émotions décident de coopérer. Brooke m'a regardé, et a chuchoté, « Je suis allé trop loin. » J'ai pris sa main sous la table, et j'ai dit, « Non, tu n'es pas allé assez loin. » Nous avons fini de dîner. C'était plus calme que d'habitude, mais nous y sommes arrivés. Ma cousine Jenna a aidé à débarrasser, et a dit à Brooke, en privé, qu'elle trouvait que Vivian avait été horrible dès son arrivée, et que la réponse de Brooke était, et je cite, « la plus belle phrase jamais prononcée à une table de dîner ». Derek a dit qu'il aurait aimé filmer la scène. Mon père est finalement allé dans le salon, et a allumé un match de baseball, ce qui est sa version de la thérapie. Plus tard dans la soirée, après que Brooke et moi soyons rentrés à la maison, j'ai vérifié mon téléphone. Travis m'avait envoyé 3 textos. Le premier disait, « Merci de m'avoir soutenu ce soir. » Du sarcasme. La déviation classique de Travis. Le deuxième disait, « Brooke n'avait pas le droit de dire ça à Vivian. » Le troisième disait, « Je ne m'excuserai pas. » Je n'ai pas répondu. Pas par mesquinerie, mais parce que je ne savais sincèrement pas quoi dire. Que dites-vous à quelqu'un qui a vu sa petite amie insulter les gens qu'il aime, pour ensuite décider que ces gens-là étaient le problème? Au cours des jours suivants, les retombées ont commencé à se faire sentir. Ma mère m'a appelé 2 fois, les 2 fois en larmes. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas comment Travis avait pu partir comme ça. Elle n'arrêtait pas de demander si elle avait fait quelque chose de mal, ce qui m'a brisé le cœur, parce que ma mère n'a jamais rien fait de mal, lorsqu'il s'agit d'aimer ses enfants. Mon père n'a pas appelé. Il m'a envoyé un texto, une fois, 3 jours après Pâques. Il disait, « Ta femme est une bonne personne. » C'est tout. 4 mots. C'est du Rick tout craché. Travis est resté silencieux pendant environ une semaine. Pas d'appel, pas de texto, pas de réseaux sociaux. Ma mère a essayé de l'appeler 2 fois, et s'est tombée sur sa messagerie vocale. Ce qui me rongeait, c'était le schéma répétitif. Ce n'était pas la première fois que Travis amenait quelqu'un dans notre famille qui causait des problèmes. Il y a 2 petites amies de cela, il y avait une femme nommée Shelby, qui a dit à ma mère que son rôti de bœuf était lourd, puis a passé le reste du dîner à parler de sa cure de jus. Avant ça, il y avait une femme nommée Dakota, qui est arrivée à Noël déjà à moitié saoule, et qui a renversé la crèche de ma mère. Chaque fois, Travis a défendu la petite amie. Chaque fois, nous avons tous laissé passer, parce que c'est ce que font les familles. Vous encaissez le coup. Vous passez à autre chose. Vous mettez un couvert de plus à table. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, le coup a touché Brooke. Et Brooke ne l'a pas encaissé. Elle l'a redirigé. Et, d'une manière ou d'une autre, Travis n'a pas pu le supporter. Il n'a pas pu supporter le fait que la femme de son frère avait des principes, et du caractère, et n'était pas prête à rester assise là, à se faire insulter par une étrangère, juste parce que cette étrangère se trouvait être la petite amie de son frère. Le pire, c'était de savoir que ce n'était pas vraiment une question de nourriture. Ça n'a jamais été une question de nourriture. C'était une question de respect. Sur qui a le droit d'entrer dans une maison où il a été accueilli, pour décider que les gens qui y vivent ne sont pas assez bien. Vivian n'a pas seulement insulté la cuisine de Brooke. Elle a insulté tout l'écosystème d'amour et d'effort, qui entre en jeu pour une fête de famille. Et Travis, en partant, nous a dit que les sentiments de Vivian comptaient plus que tous les nôtres réunis. C'est une chose difficile à accepter. Croyez-moi, c'est une chose encore plus difficile à pardonner. 2 semaines après Pâques, je n'avais toujours pas parlé à Travis. Non pas que je lui faisais la tête. Je ne savais tout simplement pas comment commencer cette conversation, sans qu'elle ne se transforme en dispute, et j'étais fatigué de mener des batailles qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Brooke, pendant ce temps, gérait toute l'affaire avec une grâce qui, honnêtement, m'a fait sentir comme la personne la moins évoluée émotionnellement dans notre couple, ce qui, pour être juste, est probablement vrai. Elle est retournée travailler chez Callaway's, a brillé lors d'une dégustation de dessert pour un événement privé, et est rentrée à la maison en parlant de profil de saveur, comme si le désastre de Pâques n'était qu'un chapitre, dans un livre qu'elle avait déjà fini de lire. Mais je savais que ça la tracassait encore. Je le voyais,
parce qu'elle devenait silencieuse parfois, lorsque nous préparions le dîner ensemble. Et Brooke n'est jamais silencieuse dans la cuisine. La cuisine, c'est là où elle est la plus bruyante, où elle chante faux sur n'importe quelle playlist qu'elle a mise, où elle raconte ce qu'elle fait, comme si elle animait sa propre émission de cuisine pour un public d'une seule personne, c'est-à-dire moi. Et j'adore chaque seconde de ça. Quand la narration s'arrête, quelque chose ne va pas. Un soir, environ 3 semaines après Pâques, je lui ai finalement posé la question directement. Nous étions assis sur le canapé, une émission tournée en fond sonore, que ni l'un ni l'autre ne regardait. Et j'ai dit, est-ce que ça va? Genre, vraiment ça va. Elle est restée silencieuse 1 minute. Puis elle a dit. Je n'arrête pas de penser à ce que ta mère doit ressentir. Elle a invité cette femme chez elle. Elle l'a prise dans ses bras. Elle lui a fait visiter la cuisine. Et Vivian l'a remerciée en insultant la nourriture que ta mère et moi avons préparée ensemble. C'est ça qui m'énerve. Pas le commentaire sur ma cuisine. J'ai eu des critiques gastronomiques qui m'ont dit pire. Et j'ai survécu. C'est le manque de respect pour la table de ta mère, pour la tradition, pour tout ça. C'est tout Brooke. Même quand c'est elle qui a pris le coup, elle s'inquiète pour quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que ma mère allait bien, ce qui était en grande partie vrai. Ma mère avait arrêté de pleurer à ce sujet, du moins quand elle était au téléphone avec moi, et était passée à l'étape du deuil où elle réorganisait son garde-manger, et nettoyait à fond la salle de bain des invités, ce qui est la façon dont Diane gère les conflits familiaux non résolus. Ce que je n'ai pas dit à Brooke, c'est ce que ma mère m'avait raconté plus tôt cette semaine-là. Ma mère a appelé, et m'a dit qu'elle avait finalement réussi à joindre Travis. Il avait répondu au téléphone, et la conversation s'était aussi bien passée qu'un traitement de canal, effectué par un dentiste ivre. Travis lui a dit que Vivian s'était sentie prise au piège, que le commentaire de Brooke était cruel et personnel, et que personne dans la famille n'avait donné une chance équitable à Vivian. Ma mère, Dieu la bénisse, a essayé d'expliquer que c'était Vivian qui avait commencé le conflit, en qualifiant la nourriture de sans goût. La réponse de Travis a été que Vivian était juste honnête, et que la famille ne supportait pas l'honnêteté. Ma mère a dit qu'elle a raccroché, et est restée assise à la table de la cuisine pendant 20 minutes, à regarder le mur fixement. Je connais ce sentiment. C'est le sentiment de réaliser que quelqu'un que vous aimez a construit une réalité où il est la victime, et vous êtes le méchant, et aucune preuve ne pourra changer l'architecture de cette illusion. À peu près à la même époque, quelque chose d'intéressant s'est produit au travail. Je suis chef de projet dans une entreprise de construction de taille moyenne. J'y suis depuis 8 ans, j'ai gravi les échelons depuis le poste d'estimateur, et je suis bon dans ce que je fais. Pas un bon au tape à accent grave-l'œil, juste un bon au fiable. Le genre de bon où les gens vous confient les projets compliqués, parce qu'ils savent que vous livrerez le travail, sans drame. Mon patron, un type nommé Craig, qui a l'air d'avoir été taillé dans un bloc de viande séchée, et qui parle comme un homme qui n'a jamais eu une pensée qu'il n'ait pas exprimée, m'a convoqué dans son bureau. Il m'a annoncé que l'entreprise était en pleine expansion. Ils ouvraient un 2e bureau, à environ 2 heures au nord, plus près d'un couloir de développement qui explosait avec de nouvelles constructions résidentielles, et ils avaient besoin de quelqu'un pour le diriger. Il m'a regardé, et a dit, « Je veux que ce soit toi. » J'ai failli tomber de ma chaise. Ce n'était pas juste une promotion. C'était diriger une agence entière. Ma propre équipe, mes propres projets, mes propres relations clients. Cela venait avec une augmentation de salaire significative, une prime de relocalisation, et le genre de crédibilité professionnelle que la plupart des gens mettent une décennie de plus à obtenir. Je suis rentré à la maison, et je l'ai annoncé à Brooke. Elle a crié si fort que le chien des voisins s'est mis à aboyer. Puis elle m'a soulevé de terre, et je devrais mentionner que je mesure un m85 et que Brooke fait un m62. La physique de ce moment a défié tout ce que je sais de la gravité. Elle était ravie, pas seulement pour moi, mais pour nous. Nous parlions d'acheter une maison depuis 2 ans, mais le marché dans notre ville était dingue. La région où se trouvait le nouveau bureau avait de belles maisons, à des prix qui ne nous obligeraient pas à vendre nos 2 reins et un poumon. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai accepté le poste. Brooke a donné sa démission chez Callaway's, ce qui était doux amer, mais le chef cuisinier lui a écrit une lettre de recommandation qui se lisait comme une déclaration d'amour à la pâtisserie. Elle a commencé à chercher des postes dans la nouvelle région, et en 2 semaines, elle avait décroché 3 entretiens. Nous avons trouvé une maison, grande cuisine avec un îlot,
ce qui était non négociable pour Brooke, un jardin avec un érable, et un porche où l'on pouvait boire son café et regarder le soleil se lever sur les collines. Mon père a inspecté la plomberie, l'a évidemment déclarée solide, puis s'est tenu sur le porche et a dit « c'est un bon endroit ». Venant de Rick, c'est pratiquement un avis 5 étoiles, avec confetti et fanfare. La seule personne qui n'était au courant de rien de tout ça, c'était Travis. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'un mois à ce stade. Il n'avait pas cherché à me joindre, et moi non plus. Ma mère a essayé de jouer les médiatrices une ou deux fois, mais Travis et moi lui avons dit, séparément, que nous n'étions pas prêts, et elle a fini par arrêter d'essayer. Ça ne lui plaisait pas, mais elle l'a respecté. Puis, environ 6 semaines après Pâques, ma mère m'a appelé avec une nouvelle qui ne m'a pas surpris le moins du monde. Travis et Vivian avaient rompu. Apparemment, Vivian voyait quelqu'un d'autre à côté, un collègue de la vente pharmaceutique, et Travis l'a découvert en voyant des textos sur son téléphone. L'ironie d'une femme qui se vantait d'être brutalement honnête, étant fondamentalement malhonnête sur l'élément le plus basique d'une relation, ne m'a pas échappé. Elle n'a échappé à personne. Travis était anéanti. Ma mère a dit qu'il l'appelait tous les jours, parfois 2 fois, avec la voix d'un gars qui venait de réaliser que l'objet cher qu'il avait acheté ne valait en fait rien. Elle a dit qu'il n'avait pas mentionné Pâques, n'avait pas mentionné Brooke, n'avait rien mentionné de tout ça. Il était juste triste, et seul, et il faisait ce que Travis faisait toujours quand une relation se terminait, il se repliait sur lui-même, et attendait que quelqu'un vienne le sortir de là. Une partie de moi se sentait mal pour lui. C'est mon frère. Je ne veux pas qu'il souffre. Mais une autre partie de moi, celle qui avait vu ma femme se faire insulter à la table du dîner de mes parents, pendant que Travis ne faisait rien, se disait que c'était peut-être la leçon dont il avait besoin. Peut-être que se faire brûler par quelqu'un qui l'a défendu, aux dépens de sa propre famille, lui apprendrait enfin quelque chose sur la loyauté, les priorités, et la différence entre choisir quelqu'un, et choisir la bonne personne. Brooke et moi avons emménagé dans la nouvelle maison, un week-end de fin mai. Mes parents sont venus nous aider. Mon père a branché la machine à laver et le sèche-linge, pendant que ma mère organisait la cuisine, selon un système sur lequel elle et Brooke s'étaient mises d'accord par texto. Un système qui n'avait aucun sens pour moi, mais qui semblait leur apporter à toutes les deux une joie immense. Ce premier soir dans la nouvelle maison, Brooke a préparé le dîner dans sa nouvelle cuisine. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes avec une sauce maison, et une miche de pain qu'elle avait cuite cet après-midi-là, car la première chose qu'elle a déballée, c'était son robot pâtissier. Nous avons mangé sur le porche, parce que nous n'avions pas encore de table de salle à manger, assis sur des chaises de camping, avec des assiettes en carton en équilibre sur nos genoux. Et elle a regardé le jardin et a dit « on l'a fait ». Et c'était vrai. Peu importe ce que Travis traversait, peu importe le drame familial, Brooke et moi avions construit quelque chose de réel. Pas parce que tout était parfait. Mais parce que nous avions encaissé les coups, et continué à construire malgré tout. C'est ça, le truc avec le mariage que personne ne vous dit. Il ne s'agit pas de ne jamais avoir de mauvais jours. Il s'agit d'avoir quelqu'un à côté de vous, les mauvais jours, qui vous fait croire que les bons jours sont encore à venir. Environ 2 mois après Pâques, Travis a finalement rompu le silence. Mais il ne m'a pas contacté, moi. Il a contacté Brooke. Elle était au travail, à son nouveau poste dans un restaurant appelé Arlo, qu'il avait embauché comme chef pâtissière exécutive, moins d'1 semaine après son entretien. Et pendant une pause, elle a regardé son téléphone, et a vu un texto d'un numéro qu'elle reconnaissait, mais dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis des mois. Il disait « Salut Brooke, c'est Travis. On peut parler ?» Elle m'a montré le texto ce soir-là. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment, essayant de comprendre où il voulait en venir. Est-ce qu'il s'excusait? Est-ce qu'il cherchait de la sympathie après sa rupture? Était-ce sincère? Ou était-ce une autre version de Travis, essayant de prendre un raccourci pour éviter la partie difficile? Qu'est-ce que tu veux faire, lui ai-je demandé. Elle a réfléchi. Je pense que je veux entendre ce qu'il a à dire. Mais je ne veux pas le faire seul, et je ne veux pas le faire en personne. Pas encore. Alors, elle lui a répondu par texto, qu'elle était d'accord pour parler au téléphone. Et elle l'a appelé le lendemain soir, pendant que j'étais assis sur le canapé, faisant semblant de lire un livre, mais écoutant évidemment chaque mot. Écoutez, je ne vais pas prétendre être au-dessus de l'écoute clandestine, pour une conversation qui me concerne, moi, ma femme et mon frère. Je suis humain.
J'étais impliqué. L'appel a duré environ 20 minutes. Du côté de Brooke, je l'entendais être poli mais sur ses gardes, ce qui est un mode très spécifique chez Brooke, qui ressemble à celui d'une représentante du service client, qui sait que le client a tort, mais qui est tenu par la politique de l'entreprise d'être professionnelle. Elle disait beaucoup je comprends. Elle disait encore plus moi-même. À un moment donné, elle a dit, Travis, j'apprécie que tu dises ça, mais j'ai besoin de savoir que tu comprends vraiment pourquoi ça a fait mal, pas juste que ça a fait mal. Après qu'elle a raccroché, elle s'est assise à côté de moi et m'a fait le résumé. Travis s'était excusé. Pas brillamment, pas avec l'éloquence d'un homme qui aurait passé 2 mois à rédiger les mots parfaits, mais avec la sincérité maladroite de quelqu'un qui essayait vraiment, et qui ne savait pas tout à fait comment s'y prendre. Il a dit que Vivian avait eu tort de dire ce qu'elle a dit. Il a dit qu'il aurait dû réagir sur le moment, au lieu de la défendre. Il a dit que la rupture l'avait forcé à voir beaucoup de choses différemment, y compris la façon dont il traitait les gens qui tenaient vraiment à lui, par rapport aux gens qu'il essayait d'impressionner. Tu le crois? J'ai demandé. Brooke est restée silencieuse un moment. Je pense qu'il le pense, en ce moment. Je pense que la question est de savoir s'il le pensera encore, la prochaine fois qu'il aura une nouvelle petite amie, et qu'elle lui dira ce qu'il veut entendre. C'était juste. C'était tout le problème avec Travis, condensé en 2 phrases. Il était toujours sincère, sur le moment. Le moment ne durait juste jamais assez longtemps. J'ai décidé d'appeler Travis moi-même, le lendemain. Je ne vais pas mentir, je n'en avais pas envie. Une partie de moi voulait laisser le silence s'étirer, jusqu'à ce qu'il devienne permanent, car un silence permanent ne nécessite pas d'énergie émotionnelle, et j'étais à court de cette ressource particulière. Mais c'est mon frère, et ma mère me harcelait gentiment, avec persistance et amour à ce sujet, depuis des semaines. Et ignorer Diane, c'est comme ignorer un raz-de-marée. Vous pouvez essayer, mais vous finirez forcément par être mouillé. L'appel a été gênant, de la manière dont seules les conversations entre frères peuvent l'être. C'est-à-dire qu'il était rempli de longs silences, de phrases à moitié terminées, et de nous deux parlant l'un sur l'autre, pour ensuite nous taire tous les deux en même temps. Travis m'a parlé de la rupture. Il m'a raconté avoir trouvé les textos sur le téléphone de Vivian, comment elle avait envoyé des messages à ce type pendant tout le temps où elle était avec Travis, comment certains des textos dataient de la semaine de Pâques elle-même. Pendant qu'elle était assise à la table de mes parents, à insulter la cuisine de ma femme, elle était activement impliquée avec quelqu'un d'autre. Les couches de malhonnêteté étaient vraiment impressionnantes, de la pire manière possible. Puis, Travis a dit quelque chose qui m'a surpris. Il a dit, « Paul, j'ai réfléchi à un truc. Chaque fois que j'amène une fille à la maison et que ça se passe mal, je rejette la faute sur la famille. Je me dis que vous êtes trop critique, ou trop soudé. Ou trop je ne sais quoi. Mais ce n'est pas ça. C'est que je continue de choisir des gens qui ne respectent pas les choses qui comptent pour moi. Et toi, et Brooke, et maman et papa, vous êtes les choses qui comptent pour moi. J'ai juste continué à agir comme si ce n'était pas le cas. Je n'ai rien dit pendant un moment. Pas parce que j'étais en colère. Parce que j'essayais de savoir si mon frère avait vraiment mûri, ou si ce n'était qu'une autre révélation temporaire, qui s'évaporerait à la minute où il rencontrerait quelqu'un de nouveau, avec un beau sourire et une mauvaise attitude. Travis, ai-je dit, je t'entends, et j'apprécie que tu dises tout ça, mais tu dois comprendre quelque chose. Brooke a passé 2 jours à cuisiner pour ce dîner. Elle le fait parce qu'elle aime cette famille, pas parce qu'elle y est obligée. Et quand Vivian a dit ce qu'elle a dit, ce n'était pas juste une question de nourriture. C'était une question de tout ce que Brooke représente dans cette famille. Et tu as choisi une étrangère, au lieu de ça. Au lieu de 7 ans, où Brooke a toujours été là, à chaque fête, chaque anniversaire, chaque crise. Tu es parti. Il est resté silencieux. Puis il a dit, je sais. Vraiment? Parce que ce n'est pas la première fois, Travis. C'est la 4e ou la 5e fois. Et à chaque fois, la famille encaisse, passe à autre chose, et met un couvert de plus à table. Mais à un moment donné, tu dois arrêter de t'attendre à ce que la table soit toujours là. Si tu continues à laisser des gens manquer de respect à ceux qui y sont assis. Il a dit, je sais, Paul. Je sais. Il y avait quelque chose dans sa voix qui semblait différent. Pas dramatique, pas larmoyant, juste fatigué. Fatigué, de la manière dont les gens le deviennent,
quand ils arrêtent enfin de fuir quelque chose, et le laissent les rattraper. Je ne lui faisais pas entièrement confiance, mais je n'ai pas non plus rejeté ses paroles. Nous en sommes restés là. Pas de grande réconciliation. Pas de moment où on est quitte. Juste deux frères, qui avaient dit ce qui devait être dit, et qui allaient laisser passer un peu de temps, avant de décider de la suite. Quelques semaines plus tard, ma mère a appelé avec une proposition. Elle voulait organiser un dîner de famille. Pas une fête, pas un événement. Juste un dîner. Elle voulait que Travis vienne. Elle voulait que Brooke et moi venions. Elle voulait tout le monde à table, en train de parler, de manger, de reconstruire. Maman, j'ai dit, je ne sais pas si Brooke est prête pour ça. Demande-lui, a dit ma mère. Juste demande-lui. Je l'ai fait. Et Brooke m'a surpris. Elle a dit oui, mais elle avait des conditions. Je n'ai pas besoin que Travis rampe, a-t-elle dit. Je n'ai pas besoin d'excuses dramatiques devant tout le monde. Mais j'ai besoin qu'il me regarde dans les yeux, et qu'il reconnaisse ce qui s'est passé. Pas un texto. Pas un appel téléphonique. En face à face. Et j'ai besoin de voir qu'il le comprend, pas seulement qu'il est désolé parce qu'il est seul, et que sa copine s'est avérée être une imposture. J'ai appelé ma mère, et lui ai transmis les conditions. Ma mère a appelé Travis. Travis a accepté. Le dîner a été fixé à un dimanche, début juillet. Dans les jours qui ont précédé, je sentais que Brooke était nerveuse, même si elle ne l'admettrait jamais. Elle a changé de tenue 3 fois, ce qu'elle ne fait jamais. Elle a préparé une tarte, parce que Brooke gère l'anxiété, de la même manière que ma mère gère les conflits, en faisant quelque chose de ses mains. Et elle a choisi une tarte aux myrtilles, avec un treillis qui avait l'air de devoir être dans un musée. Je lui ai dit qu'elle était magnifique. Elle a répondu, si quelqu'un dit qu'elle est sans goût, je renverse la table. Elle plaisantait, en grande partie. La maison de mes parents avait l'air comme d'habitude quand nous sommes arrivés. Le jardin était en pleine floraison. Le pick-up de mon père était dans l'allée. La lumière du porche était allumée, même s'il faisait grand jour, parce que ma mère l'allume toujours quand elle attend de la famille. C'est sa version d'un phare. La voiture de Travis était déjà là. J'ai senti la main de Brooke se serrer sur la mienne, alors que nous montions les marches. Ça va, j'ai demandé. Je vais bien, a-t-elle dit. Allons-y. Nous sommes entrés. Ma mère nous a serrés tous les deux dans ses bras à la porte. Mon père était dans la cuisine, ce qui était inhabituel, car les tâches de Rick en cuisine commencent et se terminent généralement par des tests de goût. Mais il était là, à éplucher des pommes de terre. Et quand je suis entré, il a levé les yeux, et m'a fait un signe de tête qui disait tout ce qu'un signe de tête peut dire, ce qui, dans le cas de Rick, représente environ 3000 mots. Travis était dans le salon. Il s'est levé quand nous sommes entrés. Il avait l'air différent. Pas physiquement, mais dans la façon dont il se tenait. Plus petit, en quelque sorte. Pas vaincu, juste humble. Comme un gars qui a traversé une épreuve, et en est sorti de l'autre côté, quelques centimètres plus petit, mais beaucoup plus honnête. Il a regardé Brooke. Brooke l'a regardé. La pièce était très silencieuse. Et puis, Travis s'est approché de ma femme, et a prononcé les mots que j'attendais d'entendre depuis 2 mois. Travis se tenait devant Brooke. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait faire le coup de Travis. La blague pour détourner l'attention, les demi-excuses qui sonnent sincères, mais laissent juste assez de place pour prétendre que ce n'était pas vraiment des excuses du tout. Je m'y suis préparé. Brooke s'y est préparé. Je pense que même ma mère, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine avec un torchon à la main, s'y est préparée. Mais il n'a pas dévié. Il a regardé Brooke droit dans les yeux, et a dit, « Brooke, je te dois de vraies excuses. Pas des excuses par texto, et pas des excuses par téléphone. Des excuses en face à face, du genre j'ai merdé, et je sais exactement comment j'ai merdé au point. » Brooke a croisé les bras. Pas de manière agressive, plutôt comme si elle se tenait pour rester stable. Elle a hoché la tête une fois, pour qu'il continue. Quand Vivian a dit ce qu'elle a dit sur ta cuisine, j'aurais dû parler. Immédiatement. Pas plus tard, pas en privé. Là. À table. Tu fais partie de cette famille depuis 7 ans. Tu as cuisiné pour chaque fête. Tu as été là pour chaque anniversaire.
Tu as été là pour maman quand elle était malade. Et j'ai laissé quelqu'un avec qui je sortais depuis 5 semaines, te manquer de respect. Dans la maison de ta propre famille. Et je n'ai pas dit un mot. Ce n'est pas bien. Ça n'a jamais été bien. Il a fait une pause. Sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement. Ce n'était pas répété. C'était un homme, debout dans les décombres de ses propres choix, qui regardait enfin ce qu'il avait brisé. Et ce n'est pas juste à propos de Vivian, a-t-il continué. C'est un schéma répétitif. Je le sais maintenant. J'ai fait entrer dans cette famille des gens qui ne méritent pas d'être ici. Et chaque fois que l'un d'eux dérape, je les défends. Au lieu de défendre les gens qui m'ont aimé toute ma vie. Shelby, Dakota, Vivian. C'est la même histoire, à chaque fois. Et chaque fois, vous me pardonnez, vous mettez un couvert de plus à table, et j'ai juste continué à prendre ça pour acquis. Puis il a posé la question. Pas à moi, pas à mon père. À Brooke. Pourquoi penses-tu que je continue de faire ça? Brooke l'a regardé pendant un long moment. Je pouvais la voir réfléchir, décider du degré d'honnêteté approprié, calibré, de la même manière qu'elle le fait lorsqu'elle ajuste une recette à l'instinct, plutôt qu'en suivant des mesures. Puis elle a dit, parce que tu ne penses pas que tu suffis, par toi-même. Alors tu choisis des gens qui sont bruyants, tape à accent grave l'œil, et sur deux, et tu confonds leur bruit avec de la substance. Et quand ce bruit blesse les gens autour de toi, tu préfères nous perdre. Plutôt que d'admettre que tu as mal choisi. Parce qu'admettre que tu as mal choisi, signifie admettre que tu ne fais pas confiance à ton propre jugement. Et ça, c'est terrifiant. La pièce était complètement immobile. Ma mère avait arrêté de faire semblant de s'occuper dans la cuisine, et se tenait juste là. Mon père avait posé l'éplucheur de pommes de terre, et s'appuyait contre le comptoir, en regardant. Même la maison semblait silencieuse, comme si les murs écoutaient. Les yeux de Travis sont devenus brillants. Il n'a pas pleuré. Pas tout à fait. Mais il s'en est approché. Il a hoché la tête lentement, et a dit, « Ouais. C'est exactement ça. » Brooke a décroisé les bras. Elle a fait un pas en avant, et a dit, « Travis, je ne vais pas te reprocher pas qu'éternellement. Ce n'est pas qui je suis, et ce n'est pas comme ça que cette famille fonctionne. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quand tu amènes quelqu'un à cette table, cette personne ne te représente pas seulement toi. Elle représente la valeur que tu accordes aux gens qui sont déjà assis ici. Et si quelqu'un ne peut pas montrer un respect de base aux gens qui t'aiment, alors cette personne n'a pas mérité sa place. Point final. Travis a de nouveau hoché la tête. Je sais. Je promets. La prochaine personne que j'amènerai, si j'amène quelqu'un, ce sera différent. Brooke l'a regardé une seconde de plus, puis a fait quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris moi. Elle l'a pris dans ses bras. Pas une étreinte raide et obligatoire. Une vraie, du genre qui dit, je te pardonne et je le pense, mais je m'en souviendrai aussi. Alors, agis en conséquence. Travis l'a serré dans ses bras en retour, et par-dessus son épaule, il m'a regardé avec une expression qui disait environ 1000 choses. La plupart étant des variations de « je suis désolé »,« merci », et « s'il te plaît, ne me laisse plus être aussi stupide ». Je lui ai fait un signe de tête. Pas un signe de tête à la Rick, parce que ceux-là sont réservés aux maîtres, mais un signe de tête qui communiquait ce qu'il fallait. Ma mère a fondu en larmes. Des larmes de joie. Le genre dans lequel elle est spécialisée. Le genre qui sort comme d'une bouche d'incendie cassée, et ne peut être arrêté par aucune force connue. Elle est sortie de la cuisine, a enlacé Travis et Brooke, et est restée là, à pleurer, pendant que mon père reprenait tranquillement l'éplucheur de pommes de terre, et continuait son travail. Parce que les émotions, c'est bien, mais les pommes de terre ne s'épluchent pas toutes seules. Nous nous sommes assis pour dîner. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands, jambon, gratin de pommes de terre, haricots verts et petits pains. Brooke avait apporté la tarte aux myrtilles, et quand elle l'a posée sur le comptoir, Travis l'a regardée, et a dit, « C'est la plus belle tarte que j'ai jamais vue. Et je veux que tout le monde à cette table sache que si quelqu'un dit un seul mot négatif à son sujet, je l'escorterai personnellement jusqu'au trottoir. » Tout le monde a ri, même mon père, qui rit comme un homme qui a rationné son rire pendant des années, et s'autorise une petite dépense. Le dîner était bon. Pas seulement la nourriture, qui était incroyable comme toujours,
mais la conversation. Travis nous a parlé du travail. Il avait pris des heures supplémentaires à l'entrepôt où il supervise, et pensait retourner à l'école pour étudier la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il semblait plus concentré que je ne l'avais entendu depuis des années. Pas frénétique, pas sur un nuage à cause d'une nouvelle relation. Juste stable, ancré. Comme quelqu'un qui avait enfin arrêté de sprinter, et commencé à marcher avec un but. Ma mère n'arrêtait pas de regarder autour de la table, avec cette expression que je ne peux décrire que comme une gratitude féroce. Comme si on lui avait rendu quelque chose qu'elle pensait avoir perdu, et qu'elle allait savourer chaque seconde, tout en défiant simultanément l'univers d'essayer de le lui reprendre. Après le dîner, Travis et moi sommes sortis sur le porche, pendant que Brooke et ma mère s'affairaient dans la cuisine. Mon père était à l'intérieur, en train de regarder le baseball, ayant rempli son quota émotionnel pour la soirée. Travis s'est assis sur les marches du porche, et a dit, « Paul, quand Vivian a dit ce qu'elle a dit sur la cuisine de Brooke, est-ce que tu as voulu dire quelque chose ?» Ouais, j'allais le faire, mais Brooke m'a devancé. Et honnêtement, elle l'a mieux dit que je n'aurais jamais pu le faire. Travis a ri. J'ai repassé cette phrase dans ma tête une centaine de fois. C'est comme une réplique de film. C'est comme une réplique de mon mariage, j'ai dit. Brooke ne répète pas ce genre de choses. Elle trouve juste les mots exacts, au moment exact. C'est terrifiant, et magnifique. Tu as bien choisi ta femme, Paul. Je sais. Nous sommes restés assis là, à regarder le soleil descendre sous l'horizon. Un de ces soirs d'été où la lumière devient dorée, et où tout semble temporairement parfait. Je veux venir voir ta nouvelle maison, a dit Travis. Et je viendrai seul. Pas de petit ami, juste moi. Ça semble parfait. Voilà où nous en sommes maintenant. Travis est venu voir la maison. Il a apporté un set de couteaux de cuisine que Brooke a immédiatement déclaré être les plus beaux qu'elle ait jamais possédés, et il a passé toute la journée à m'aider à construire une clôture dans le jardin. Nous n'avons pas parlé de Pâques. Nous n'en avions pas besoin. La clôture, à la fois littérale et métaphorique, était en train d'être reconstruite, un poteau à la fois. Brooke s'épanouit chez Arlo. Elle a été promue chef pâtissière exécutive après 3 mois, et le restaurant vient de faire l'objet d'un article dans un magazine gastronomique régional, qui a qualifié son gâteau à la noix de coco de révélation. J'ai acheté cet exemplaire. Ma mère en a encadré un. Ma mère est déjà en train de planifier Thanksgiving. Elle a appelé la semaine dernière pour demander pour combien de personnes il fallait cuisiner, et j'ai répondu, comme d'habitude, maman. Tous ceux qui ont leur place ici. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit, bien. C'est la bonne réponse. Travis est toujours célibataire. Mais pour la première fois, cela semble être un choix, plutôt qu'une circonstance. Il va à l'école. Il travaille dur. Et il vient au dîner de famille, sans avoir besoin d'un plus un derrière lequel se cacher. Je pense qu'il est en train de comprendre ce que Brooke lui a dit, ce dimanche de juillet. Qu'il se suffit à lui-même. Que la bonne personne arrivera, quand il arrêtera d'essayer de combler un espace qui n'a pas besoin d'être comblé. Quant à moi, je suis assis sur mon porche en ce moment même, à boire un café, à regarder l'érable dans le jardin faire son truc, et à penser à la façon dont Pâques a failli déchirer ma famille. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que les gens dans cette famille sont plus forts qu'un mauvais dîner, une mauvaise invitée, et une mauvaise décision. Nous sommes construits sur des rôtis de bœuf, et des épluchures de pommes de terre, et des lumières de Porsche qui restent allumées, même en plein jour. Nous sommes construits sur une femme qui fait des tartes quand elle est nerveuse, et un homme qui vérifie la plomberie quand il est fier, et un frère qui a finalement appris que la table sera toujours là, tant que vous traitez les gens qui y sont assis, comme s'ils comptaient. Parce qu'ils comptent. Ils ont toujours compté.